Donc merci à tous, bonjour et merci à tous donc, de vous être connectés aujourd'hui pour ce webinaire sur le programme Bridge Discovery. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marine Boursier, je travaille au rectorat de la HESSO, je suis conseillère innovation au sein du CIR. CIR, c'est pour Service à l'innovation et à la recherche. Notre mission au sein de l'équipe, c'est d'accompagner les chercheuses et chercheurs de la HESSO dans leur recherche de frontières. Et donc aujourd'hui, je suis très heureuse de co-organiser ce webinaire donc, avec le Bridge Office. Un grand merci à Thomas Di Franco qui prendra donc la parole juste après pour tout vous dire sur le programme. Un grand merci également à Ludovic Grémaud, donc, qui est professeur à la Haute École d'ingénierie et d'architecture de Fribourg, qui interviendra ensuite pour partager son expérience, son succès, n'est-ce pas, puisque le projet dans lequel il est impliqué a été retenu il y a quelques semaines. Et on terminera, le dernier quart d'heure sera dédié à un Q&A où on pourra répondre à l'ensemble de vos questions. Avant d'attaquer le vif du sujet, quelques informations et bonnes pratiques pour que tout se passe le mieux possible. Le webinaire est enregistré, le replay est en ligne sur le site de la HESSO. Les slides seront envoyés aux participants. Toutes les questions que vous pouvez avoir durant les présentations, vous pouvez les poser directement dans le chat et on y répondra donc durant le Q&A. Et dernière information, pas des moindres, je vous invite à garder votre micro coupé durant les présentations de manière à ce qu'il n'y ait pas de bruit parasite. Vous pourrez évidemment reprendre la parole si vous le souhaitez durant le Q&A à la fin de la séance. Voilà, je n'en dirai pas plus. Merci encore d'être là et je passe la parole à Thomas pour cette première présentation. Hop, j'arrête le partage d'écran. Normalement, c'est tout bon. Merci Marine pour cette introduction. Alors de mon côté, normalement c'est tout bon, je crois, pour les slides et le son. C'est bon. Ok, très bien. Donc bienvenue à tout le monde pour cette présentation de Bridge Discovery aujourd'hui. Ouais. Comme dit, vous pouvez soit poser vos questions directement dans le chat pendant la présentation et puis après je pourrai y répondre oralement aussi pendant la session Q&A. Donc de manière générale, pour resituer le programme Bridge, c'est un programme joint entre le Fonds national suisse et InnoSuisse, l'agence suisse de l'innovation. Et donc, ça fait maintenant 9 ans que le programme existe. Et quand il a été créé, c'était vraiment parce qu'il y a un fossé qui existait entre les financements proposés par le FNS et les financements proposés par InnoSuisse ou la CTI à l'époque. Et donc, l'idée avec Bridge, c'est vraiment de compléter le portfolio des deux organisations. Donc, pour vous donner juste une idée très générale de la structure de gouvernance du programme, donc c'est les deux boards des deux organisations qui décident des grosses décisions stratégiques, mais ils nomment un steering committee qui approuve les décisions de financement et qui a la main sur le pilotage quotidien du programme, et qui peut également proposer des changements stratégiques. Et comme on a deux instruments, il y a deux panels d'évaluation dédiés à chaque instrument. Et l'année dernière, il y a aussi un appel spécial Quantum qui a été lancé et qui l'évaluation est en cours et les entretiens auront lieu en janvier. Mais de manière générale, donc l'objectif du programme, c'est vraiment de transformer les résultats scientifiques en une innovation économique et ou sociétale. Et en cela, Bridge donc, encourage vraiment le potentiel économique et sociétal des résultats scientifiques. Et
le programme est vraiment là pour supporter les projets qui se trouvent dans la phase critique pré-compétitive avant de pouvoir trouver plus de financement ou des investisseurs, par exemple. Et les projets doivent avoir une vision claire de l'application potentielle des résultats du projet. Entre les différents types de recherche, d'institutions de recherche en Suisse. Donc, comme je l'ai mentionné, on a deux offres d'encouragement. Proof of Concept, qui est vraiment pour les jeunes. Donc, c'est les jeunes diplômés qui viennent d'avoir leur diplôme, qui peut être bachelor, master ou PhD dans les 4 dernières années. Mais vous trouverez toutes les informations en ligne, mais n'hésitez pas si vous avez des jeunes diplômés prometteurs dans vos laboratoires à les encourager à regarder. Et bien entendu, il faut les héberger pendant la durée de leur projet. Donc, si c'est des résultats intéressants, ça peut être bien de pouvoir leur proposer un hébergement pendant la durée du projet. Mais pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc c'est Discovery, qui lui supporte et encourage des projets qui se trouvent à l'interaction entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée, et dont le but est de vraiment réaliser le potentiel d'innovation des résultats scientifiques et de recherche. L'importance de l'impact sociétal, social et ou économique est également très important pour les projets Discovery. Et depuis maintenant 5 ans, les projets peuvent couvrir tout type d'innovation ou de champ de recherche. Donc, je vais maintenant présenter un peu plus en détail l'instrument, donc notamment au niveau des critères d'éligibilité. Donc, ça s'adresse à des chercheurs et des chercheuses expérimentés qui sont déjà établis en général en Suisse et qui sont employés par une institution de recherche suisse. Concernant le projet, donc ça doit être vraiment un équilibre entre de l'excellente science et une innovation avec un haut impact. Et comme je l'ai mentionné déjà, donc la recherche est encore à un stade où les risques sont trop importants pour que des investisseurs ou des partenaires de mise en œuvre puissent être intégrés dans le projet et acceptent de cofinancer le projet. Donc c'est ouvert à tout type d'innovation. Et également, ce qui est intéressant, étant donné que Bridge veut supporter la collaboration entre institutions, c'est que les projets peuvent être soumis par un petit consortium jusqu'à 3 co-requérants et co-requérantes, qui doivent être tous de groupes de recherche indépendants. Donc il y a un appel par année pour Discovery, et requérant et requérante ne peut soumettre qu'un seul projet Discovery en tant que requérant ou co-requérant. Donc ça, c'est quelque chose d'important à savoir. Également, les personnes qui ont un projet Discovery qui est en cours, qui a été accepté, ne peuvent pas soumettre à nouveau un projet et ne peuvent pas avoir 2 projets Discovery en parallèle. Au niveau des coûts éligibles, donc pour chaque requérant et requérante du consortium, donc il y a un maximum de 850 000 francs qui est possible pour une durée de 4 ans. Pour des durées moins importantes, le maximum est réduit de manière proportionnelle. Et donc cette limite de 850 000 francs est importante parce que c'est par personne. Donc pour 3 personnes, c'est 3 fois 850 000 francs. Et chaque personne peut demander maximum 850 000 francs. C'est pas possible qu'une demande 1 million et l'autre 500 000 francs, par exemple. Et donc, avec ce budget, ce qui est couvert, donc c'est vraiment tous les
salaire de l'équipe qui sera embauchée ou qui travaillera sur le projet, sauf le salaire des requérants et co-requérants principaux. Et également, ça peut couvrir tous les coûts éligibles qui sont directement liés au projet. Dans les règlements, il y a aussi une exception qui est faite au niveau des salaires, c'est que vous, en tant que requérant et requérante de la HESSO, vous êtes éligible pour demander une compensation de salaire. Donc, pour les heures que vous passerez sur le projet, vous pouvez aussi les demander, les budgétiser, et c'est couvert par le subside Discovery. Donc ces conditions-là, c'est en dehors de la limite de 850 000 francs. Et donc les 850 000 francs par personne s'appliquent vraiment au coût du projet. Pour ce qui est de la compensation salariale que vous pouvez demander, ça sera à demander en plus. Il faut que ça soit justifié et réaliste. Donc en général, entre 10 et 20%, il n'y a pas énormément de justification à donner. Mais si vous demandez plus ou si vous dédiez plus de 30% de votre temps, il faudra expliquer un peu plus en détail pourquoi vous prévoyez de passer autant de temps sur le projet. La durée des projets Discovery, donc ça peut être jusqu'à 4 ans maximum. Et un autre point important concernant les financements, c'est les coûts overhead. Donc cela, c'est en tant que personne qui soumet un projet, vous n'avez pas à les considérer. Ça sera versé de manière additionnelle par le FNS une fois par an à l'institution dans laquelle vous êtes employé. En ce qui concerne les critères du projet, donc on a différents critères, donc la qualité du projet et la qualification du consortium. Donc au niveau du projet, c'est important de montrer que vous avez une importante haute qualité scientifique, et étant donné que on est dans un domaine de l'innovation, il faut que ça aille de manière plus approfondie que l'état de l'art. Le potentiel d'innovation du projet est également un critère important. Donc, c'est nécessaire que vous puissiez présenter une vision crédible pour l'impact potentiel que votre projet peut avoir sur la société, l'environnement, la technologie ou l'économie, par exemple. Et également, vous devez présenter une vision crédible de la mise en œuvre des résultats du projet. Ensuite, comme critère important, il y a la faisabilité du projet. Donc, ça doit être les méthodes proposées doivent être justifiées, bien expliquées, et tout doit montrer que le projet est faisable. Et finalement, un critère également très important, c'est la roadmap vers la mise en œuvre. Donc elle doit être convaincante et vous devez vraiment présenter une roadmap qui va au-delà du simple projet de recherche. Donc ça, c'est vraiment tous les challenges des projets Discovery, c'est qu'ils doivent être bien équilibrés entre la partie recherche fondamentale appliquée et la partie mise en œuvre. Donc une bonne partie des projets qui sont rejetés, c'est parce que justement la roadmap vers la mise en œuvre n'est pas assez détaillée. Par exemple, si je prends l'exemple d'une startup, certains projets diront on voudra à terme créer une startup. Donc c'est très bien d'avoir cette vision-là. Par contre, il faudra déjà donner un peu plus de détails. Donc c'est-à-dire forcément pas une date précise, mais donner par exemple des critères de go, no-go, pour savoir à quel moment dans le projet vous pourrez décider si vous créez vraiment une startup et sur la base de quels critères. C'est encore possible d'avoir différents chemins, différentes voies de mise en œuvre au moment de la soumission. Par contre, il faut pouvoir détailler précisément comment et à quel moment vous allez décider
quelle voie sera préférée et pourquoi. De manière générale aussi, il y a 2 ans en arrière, il y a une étude sur les projets Discovery terminés qui a été effectuée. C'était sur très peu de projets, il y en avait 13 à cette époque-là. Mais donc les chemins vers la mise en œuvre qui ont été choisis ou mis en avant par ces 13 projets, donc sont typiquement, c'était donc soit la création d'une start-up justement, soit la collaboration avec un partenaire de mise en œuvre qui a utilisé les résultats du projet en interne pour pouvoir, pour que ce partenaire puisse ensuite aller de l'avant avec les résultats. Et il y avait également la possibilité, suite à un brevet, de licence des résultats de recherche. En ce qui concerne le consortium, donc là, c'est important de montrer les compétences scientifiques, mais également entrepreneuriales, managériales, et également tous les éléments qui montrent que vous avez des connaissances ou du travail tourné vers l'innovation peut être mis en avant. Et en cas de consortium, c'est également important de montrer la valeur ajoutée de l'expertise de chaque membre. Donc ici, c'est important d'essayer de trouver dans le consortium des personnes qui ont des compétences complémentaires et qu'il n'y ait pas trop des compétences trop similaires. Par exemple, comme je l'ai déjà dit, les projets doivent être vraiment bien équilibrés entre recherche fondamentale et mise en œuvre. En général, en venant de la HESSO, donc la partie innovation, mise en œuvre, c'est un point fort des HES. Par contre, au niveau de l'expertise en recherche fondamentale, en publication scientifique, ça peut être intéressant de regarder au niveau des universités ou des EPF si une collaboration pourrait être envisagée. Ensuite, au niveau de la procédure d'évaluation, pour résumer en quelques mots, une fois que vous avez soumis le projet, il y a un contrôle formel qui est effectué par l'Office Bridge pour voir si tous les critères formels sont respectés. Et ensuite, toutes les requêtes qui sont acceptées sont envoyées en évaluation, qui se passe en 2 niveaux. Donc, toutes les requêtes sont envoyées en expertise externe. Donc, en général, c'est par des pairs à l'international qui ont vraiment l'expertise la plus adaptée par rapport au projet soumis, qui évalue le projet. C'est souvent très scientifique, cette évaluation. C'est plus basé sur des critères académiques, je dirais. Mais ensuite, toutes les requêtes sont évaluées de manière indépendante par 2 membres du panel d'évaluation sur la base des expertises externes, mais également sur la base des critères que vous trouverez, que j'ai présentés juste avant. Et là, souvent, il peut y avoir une différence dans l'évaluation, c'est que le panel va évaluer de manière bien plus affinée la partie mise en œuvre du projet. Sur la base de cette évaluation de la première étape, donc il y a une partie des projets qui sont sélectionnés pour la deuxième étape qui consiste en un interview et une présentation devant tous les membres du panel. Et une fois que ces 2 jours d'interview sont terminés, le panel d'évaluation recommande au steering committee un certain nombre de projets à financer et le steering committee prend la décision finale de financement. Et de manière globale, cette évaluation dure 6 mois. Au niveau du support, si jamais le projet est approuvé, vous avez différentes mesures qui sont proposées. Par exemple, ça fait partie des coûts éligibles maintenant, mais vous pouvez faire une recherche assistée au niveau de l'IPI à Berne pour savoir s'il y a des brevets qui existent ou non et qui peuvent être concurrents avec vos résultats de recherche. C'est
cependant important d'avoir déjà une idée claire de la concurrence au moment où vous soumettez un projet Discovery. Et il y a également les Flexibility Grants et les Gender Equality Grants proposés par le FNS qui peuvent être demandés si votre projet est financé. Donc, en ce qui concerne les requêtes, donc la partie écrite et la description de projet, ça se présente tel quel. Donc, on vous fournit un modèle, il faut suivre les parties, mais c'est vraiment ce plan-là que vous devez suivre. Et donc, la description de projet en elle-même doit faire maximum 20 pages, donc sans compter le summary et la bibliographie. De manière générale, donc ici c'est quelques conseils très généraux, on va dire, pour un projet Bridge Discovery. Donc c'est toujours utile à 12 de fournir une réponse à un problème. Donc comme on dit, c'est de commencer de la fin. Donc il y a tel problème qui existe où il y a un besoin spécifique au niveau des consommateurs ou des utilisateurs et utilisatrices finaux. Et vous avez une solution à proposer, mais c'est important d'avoir un reality check. Donc c'est vraiment que ça puisse être utilisé à la fin du projet par les personnes qui en ont besoin. Donc c'est important aussi de d'écrire très clairement la solution que vous proposez et votre plan de travail. Donc n'hésitez pas à utiliser des figures, des graphiques pour présenter clairement, par exemple, les différents lots de travail que vous avez prévus. Et également, par rapport au modèle que je vous ai présenté juste avant, c'est tout en ligne. C'est nécessaire de suivre la structure. Je vous encourage également à connaître et à bien suivre les critères d'évaluation qui sont dans le règlement. Sur notre site web, vous trouverez également, pour chaque critère d'évaluation, les questions qui sont posées aux membres du panel d'évaluation. Comme ça, vous pouvez aussi également voir si le projet ou tel que vous l'avez rédigé une première fois répond à la plupart de ces questions. Et bien entendu, commencer aussitôt que possible, parce qu'on a toujours besoin de pouvoir se relire, demander à des personnes externes de relire, voir si tout est compréhensible. Et il est nécessaire des fois d'avoir des documents et des signatures dans les temps, par exemple, si vous avez des partenaires potentiels de mise en œuvre pour qu'ils vous fournissent des lettres d'intention ou des lettres de support. Comme au contraire, donc ce qu'il ne faut pas faire, c'est se concentrer uniquement sur la partie scientifique du projet. Donc c'est très important de ne pas négliger l'impact et la mise en œuvre du projet. De manière opposée, c'est aussi important d'englober cette partie scientifique. Donc, je le répète jamais assez, mais un projet Discovery doit être vraiment bien équilibré entre recherche et mise en œuvre. Et donc, n'espérez pas non plus pouvoir avoir des exceptions par rapport au règlement. Et c'est important d'essayer de ne pas trop impliquer quand vous rédigez. Donc, avoir un œil extérieur qui peut relire votre requête vous permet tout le temps de voir là où il y a besoin de plus de détails et là où c'est pas suffisamment clair pour un œil externe. Donc, en cas de rejet, donc je vais le montrer après, malheureusement, les taux de succès sont assez bas au niveau de Bridge Discovery. Donc on vous envoie une lettre de décision qui est très détaillée normalement, donc où on reprend tous les points, tous les commentaires relevés par le panel d'évaluation. Vous pouvez contacter l'Office Bridge après réception de cette lettre à tout moment pour demander des clarifications. Et si vous n'êtes pas d'accord avec la décision, vous pouvez également demander une reconsidération ou faire appel contre la décision. Pardon. Et dans tous les cas, pour les projets rejetés, vous pouvez resoumettre le même projet une fois et une seule
à partir du moment où vous respectez toujours les requis formels. Et à ce moment-là, il vous est demandé de lister et d'expliquer tous les changements qui ont été faits par rapport à la version initiale du projet. Donc voilà pour toute la partie formelle et structurelle des projets Discovery. Maintenant, je vais rapidement vous montrer les statistiques des dernières années. Donc l'année prochaine, on sera au 10e appel Discovery. Et donc, comme vous pouvez le voir, le taux de succès reste en général inférieur à 20%. Donc, c'est vraiment dû au financement global de Bridge. Donc, à chaque fois, pour chaque appel, on a financé entre 16 et 20 millions pour le nombre de projets que vous voyez en vert là. Donc, c'est une somme importante, mais malheureusement, Bridge n'a pas plus de finances pour pouvoir financer tous les projets de qualité qui sont soumis. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir conscience en soumettant un projet Discovery, c'est que la concurrence est rude et le financement reste malheureusement limité. Au niveau des disciplines, on en reçoit principalement majoritairement des projets de life science et engineering. Ça, c'est aussi dû au fait que les 4 premières années du programme Discovery étaient ouvertes uniquement pour les innovations technologiques, mais depuis 2020, c'est ouvert aussi aux innovations sociales. Et donc au niveau de Discovery, les innovations sociales ont un taux de succès qui est relativement élevé comparé à d'autres disciplines. Donc ici, vous pouvez voir toutes les institutions qui sont impliquées dans les projets qui ont été approuvés. Donc un projet peut aller de 1 à 3 institutions, mais ça vous montre une idée un peu de la répartition. Et donc suivant les années, les HES ont eu plus ou moins de succès. Par exemple, en 2024, il y a eu 4 requérants et requérantes qui étaient 8 qui étaient employés dans une HES, ce qui est plutôt positif. Au niveau de la répartition en fonction du sexe, donc malheureusement la participation globale des femmes reste assez peu élevée, mais ce qu'on remarque, c'est qu'au niveau des projets approuvés, on arrive à respecter la proportion globale générale de projets qui sont réalisés par des femmes. Et donc voilà de manière générale aussi par type d'institution les taux de succès. Quand on regarde, donc les HES sont légèrement inférieurs le taux de succès par rapport aux ETH et aux universités, mais ça reste assez proche quand même. Et oui, la compétition est rude. Avec ces slides, vous les aurez aussi, Marine, je pense qu'elle les partagera. C'est juste pour montrer pour les 4 premières années les projets, donc d'où venaient les personnes qui ont reçu un projet. Donc entre 2017 et 2020, 39 projets ont été approuvés pour un budget total de 47 millions de francs environ. Et en 2021-2024, le budget de Bridge global a pu être augmenté et donc ça a permis d'approuver au total 62 projets pour un budget total de 78 millions. Et l'effet indirect qu'on a pu observer, c'est qu'il y a une bien plus grande diversité d'institutions qui a pu être soutenue entre 2021 et 2024. Pour la période 2025-2028, le budget est le même que la période précédente. Donc on s'attend à avoir environ 75 millions, 80 millions aussi de budget global qui est dédié à Bridge Discovery. Et avec cette slide-là, c'est pour vous montrer globalement le type de projet, donc la répartition entre les différents requérants de chaque type d'institution. Donc ici, vous voyez les projets qui sont seulement dans un type d'institution, mais quand on a 2 requérants ou requérantes, voire 3,
Il y a beaucoup de collaborations qui ont pu avoir lieu et comme vous pouvez voir, il n'y a pas une collaboration entre deux types spécifiques d'institutions qui existent, mais vraiment entre tout type d'institutions. Et ça, c'est quelque chose d'important, notamment en fonction des projets, c'est vraiment de pouvoir bénéficier des collaborations là où l'expertise existe et là où vous avez les plus de chances d'avoir du succès avec votre projet Discovery. Et finalement, comme résultat global qu'on peut mettre en avant pour le moment par rapport au projet Discovery, donc c'est qu'il y a eu pour l'heure 15 startups qui ont reçu un financement ou plutôt qui viennent d'un projet Discovery. Il y a aussi des partenaires de mise en œuvre pour les projets qui avaient été ou ont été créés par le ou la requérante ou les co-requérants. Il y a également une association dans le cadre d'un projet d'innovation sociale qui a été créé pour accompagner la mise en œuvre des résultats du projet. Et à l'heure actuelle aussi, on a dénombré jusqu'à 39 brevets qui ont été générés dans le cadre d'un projet Discovery. Et pour finir, donc, voici les dates pour l'année prochaine. Donc, depuis l'année dernière, on a abandonné la lettre d'intention. Donc, c'est vraiment le 28 avril, c'est un projet entier qui doit être soumis. Donc, ça sera le 28 avril 2026. La plateforme de soumission sera ouverte normalement en début février. Mais tout est en ligne déjà et je vous encourage à déjà regarder les templates. Juste, il faudra vérifier début février s'il n'y a pas eu des changements. Aucun changement majeur n'est prévu, mais il y aura peut-être des petites mises à jour au niveau des templates. Et donc, il faudra, au moment où la plateforme est ouverte, n'hésitez pas à retélécharger les documents pour s'assurer que vous avez les dernières versions à disposition. Et pour l'année prochaine, si le projet que vous avez soumis est retenu pour un interview, donc ça sera les 15 et 16 octobre 2026, on vous informe. Tous les projets sont informés, qu'ils soient invités ou non à un interview. Donc en général 2 voire 3 semaines en avance. Donc on essaye vraiment de viser 3 semaines avant la date des interviews. Et la première date possible pour commencer un projet serait le 2026. Et donc, on est une petite équipe au niveau de l'Office Bridge. Donc, Christian Brunner qui est à la tête du programme, moi-même et Nicole Jacques-Marine qui gère plus les questions financières et administratives. Donc, en tout temps, n'hésitez pas à nous appeler ou à nous envoyer un mail si vous avez des questions. On vous répond volontiers. Et pour finir également, je peux vous présenter les membres 2025 donc, du Steering Committee. Il y a 2 personnes représentantes d'InnoSuisse et 2 personnes du FNS, avec les 2 chairs des 2 panels qui ont également une fonction de conseil. Et pour le panel d'évaluation Discovery en 2025, il est composé de 25 membres. Et donc l'année prochaine, il y aura à nouveau 25 membres. Il y aura très peu de changements. Il y a juste 2 personnes qui ont mis fin ou imposent leur mandat et qui seront remplacées. Vous trouverez la liste également sur notre site web. Tout est en ligne. Je vous remercie pour votre attention et je réponds volontiers à vos questions après que Ludovic ait fait sa présentation. Tout à fait. Merci beaucoup, Thomas. Juste avant que Ludovic prenne la parole, bon, il y a plein de choses sur lesquelles j'aimerais rebondir, mais nous n'avons évidemment pas le temps. Donc, je vais juste amener un petit complément concernant quelque chose que tu as dit, l'importance de s'y prendre tôt. Je ne peux que être d'accord. Et également, si vous souhaitez avoir un regard extérieur, j'en profite évidemment pour rappeler qu'au sein du CIR, on est disponible pour faire des relectures de proposal. Donc, on travaille toujours en en complémentarité, pardon, avec les services qui sont déjà présents dans les écoles. Mais si jamais il y a besoin, n'hésitez pas à nous solliciter, à nouveau, pas la veille du dépôt, mais pour qu'on puisse vous accompagner. Voilà, juste sur cette petite note. Je laisse la parole à Ludovic. Tu peux partager ton écran, je pense. Parfait. Et
C'est tout bon. Parfait. Voilà, je pense que je vais le mettre en mode présentation. Je pense que ça doit être bon maintenant. Ça me paraît bien, ouais. Ok, parfait. Vous m'entendez? Ok, nickel. Oui. Bonjour tout le monde. Merci à Marine pour cette invitation, donc pour vous présenter un petit peu le parcours et l'expérience que j'ai vécu dans le cadre du projet ou du dépôt de projet Bridge Discovery que j'ai déposé donc dans le dernier appel à projet, où j'ai eu effectivement récemment la chance d'être sélectionné parmi les 12 projets, si je ne dis pas de bêtises, ou 14 projets qui ont été sélectionnés cette année. Ma présentation, je vais la faire en deux parties. Une première partie où je vais vraiment plutôt me focaliser sur le dépôt du projet lui-même. Et puis une deuxième partie où je vais me focaliser plutôt sur la défense elle-même, qui joue aussi un rôle important dans le processus. Donc ici, dans le titre, j'ai mis Where Dreams Bled into Reality. Ça peut aller dans les deux sens. Ça peut soit nous ramener à la réalité parce qu'on s'est que focalisé sur l'aspect science et pas sur l'aspect implémentation, comme ça peut nous balancer dans la réalité d'obtenir le projet, et forcément ce côté-là il est peut-être plus positif ou plus réjouissant. Il y a une année, donc j'ai suivi le même webinaire que vous êtes en train de suivre. Personnellement, ce que j'ai fait à titre personnel dans un premier temps, c'est regarder les informations vraiment qui étaient clés, qui étaient importantes dans ce webinaire-là, et les informations que Thomas vous a transmises aujourd'hui. Pas que les informations formelles ou bureaucratiques, mais aussi les chiffres d'une certaine manière qui parlent d'eux-mêmes. Et puis ensuite, comme Thomas l'a dit, il y avait à l'époque déjà la possibilité d'avoir accès aux documents, même si la plateforme était ouverte. Et je me suis particulièrement, dans un premier temps, attelé à vraiment lire dans le détail toutes les directives qui étaient liées au projet Bridge Discovery et au template. Je dirais que c'est presque plus important que pour un dépôt de projet, genre Project Funding du FNS, dans le sens où il y a quand même des directives qui sont particulières au projet Bridge Discovery. Et donc, l'idée, c'était vraiment de voir est-ce qu'on avait une idée, est-ce qu'on avait un projet, un consortium des personnes qui fait qu'on pouvait fitter sur ces directives-là. Et puis, avec ça, je me suis appuyé donc sur le template que Bridge Discovery fournit pour écrire le project proposal. Donc, il n'y a pas que les sections qu'a montré tout à l'heure Thomas, mais dans chacune des sections, il y a à chaque fois 2, 3, 4 questions clés qui vous aident à remplir chacune des sections. Donc, ce que j'ai fait dans une étape initiale, c'est vraiment de regarder quelles questions étaient posées et puis de conserver ces questions au sommet de la section, on va dire au project proposal final qu'on avait écrit, de telle manière à s'assurer de mettre toutes les coches dans chacune des parties. Les points que j'avais retenus par rapport soit aux directives qui sont en place, soit par rapport à ce que Thomas nous avait passé dans le webinaire l'année passée, c'était par rapport à la qualité du projet, justement, pas uniquement cet aspect être à la pointe scientifiquement, mais pouvoir mettre en application soit la technologie, soit le concept, soit l'idée qu'on avait en place. Et donc, on a beaucoup réfléchi dans le cadre de l'écriture du projet à ce que j'ai appelé ici le caractère d'innovation du projet. On avait une photo au temps zéro, puisque je collaborais déjà avec mon partenaire de projet. On avait déjà une publication ensemble sur la thématique en question, ce qui nous permettait d'avoir on va dire un proof of concept de base. On savait où on voulait aller plus ou moins dans les 4 ans par rapport aux différents TRL qu'on peut avoir sur un projet d'innovation. Et puis là, on s'est posé 2 questions. C'était d'une part, qu'est-ce qui était réaliste du point de vue de qu'est-ce qu'on pouvait atteindre ou imaginer atteindre à la fin des 4 ans du projet, puisqu'on a fait une demande pour 4 ans. Mais on s'est surtout posé la question de qu'est-ce qu'on allait proposer aussi après ces 4 ans. Et donc là, il y a 2-3 exemples d'implémentation qui ont été donnés, mais l'implémentation, ce n'est pas forcément simplement faire une patente. Ça peut être aussi monter une start-up, ça peut être
déposer un INO en Suisse, on a déjà des partenaires industriels, donc il y a plein de possibilités, mais j'avais un peu lu entre les lignes de ce qui nous était demandé, qu'on nous demandait aussi de réfléchir un petit peu loin que juste ce qu'on proposait dans le cadre du projet. Donc ça, c'est le premier point très important qu'on avait retenu dans le project proposal. Ensuite, il y avait en deuxième, il y avait toute la thématique des chiffres. Donc là, ça venait aussi dans la présentation finale. Donc les chiffres qui sont là ne sont pas les mêmes que Thomas, puisque ce sont les chiffres de l'année passée. Ce que j'avais surtout conclu, c'était qu'en tant que UAS, enfin université appliquée, il y avait déjà un taux de succès qui était moindre que par rapport aux universités et aux ETH. Ça, c'était un fait. Et donc, à partir de là, il y avait aussi que 9 projets où il y avait eu un seul applicant. Donc moi, je suis arrivé à la conclusion que de partir tout seul, de toute manière, ça ne ferait aucun sens. C'était consacrer beaucoup de temps et beaucoup d'énergie sur quelque chose qui avait une probabilité de passer qui était vraiment très, 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 très faible. Ça, je pense que ça vient probablement du fait que dans des universités ou dans certaines ETH, on a déjà des groupes de recherche qui sont beaucoup plus transversales que les nôtres, où on a déjà à l'intérieur d'une entité comme, je sais pas, le TH ou le PFL, différents profs au sein de la même entité qui peuvent potentiellement courir un projet soit sous sa partie recherche fondamentale, soit sur la partie développement du projet lui-même qui va nous amener justement à ce caractère innovant dans le projet. Donc là, je me suis dit, les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. Et donc, la discussion, nous, ça a été plutôt, est-ce qu'on part à 2 comme on voulait partir de base, ou bien est-ce qu'on part à plus que 2, étant donné que le succès moyen, c'était 2,3 l'année passée, c'est 2,2 cette année. Est-ce que ça fait du sens pour le projet lui-même? Parce que mettre une troisième personne pour mettre une troisième personne, ça ne sert à rien non plus. Il faut qu'elle apporte quelque chose au projet, sans quoi on se ferait un petit peu challenger par rapport à ce qu'on veut faire dans le projet. Et ensuite, le troisième point qui est important pour nous quand on écrit un project proposal, c'est que dans ce premier round, dans cette phase A, le panel de reviewers qu'on a, moi j'appelle ça être un panel homogène. Ça veut dire que les gens qui vont revoir votre proposal vont être des gens qui sont issus du domaine ou d'un domaine qui est très proche, et donc c'est des gens qui vont pouvoir être capables de comprendre de quoi vous parlez relativement de manière relativement pointue en allant dans le détail. Ça veut dire que dans le project proposal, il faut avoir un petit peu ce concept moi j'appelle concept de l'entonnoir, où on part du macro puis on va jusqu'au micro, dans le sens où on parle vraiment de la problématique high level, et puis on peut descendre relativement profond dans le cône, puisqu'on va avoir des reviewers qui sont d'une certaine manière du domaine. Ici, je prends l'image un peu du guide de montagne. Même s'ils sont des reviewers qui sont de votre projet, il faut être capable dans l'écriture de les prendre par la main et puis de les accompagner tout au long du projet. Alors, typiquement, la Marine avait aussi fait la proposition l'année passée de relire le projet. Et donc, nous, on a procédé de la manière suivante. On a pris le template qui est fourni par Bridge. On a rempli les sections avec toutes les questions qui étaient posées, sans se poser de la question du nombre de pages qu'on aurait. C'est-à-dire, on a vraiment placé tout ce dont on voulait parler à l'intérieur du proposal. On s'est rendu compte que forcément, notre proposal il était trop long, on peut s'y attendre. Et après, on s'est intéressé à qu'est-ce qu'on peut couper dans notre proposal qui n'est pas forcément une information clé ou un élément qui est clé pour que le projet soit évalué d'une manière qui fasse du sens. Donc, on a coupé les choses, on a réarrangé les choses dans le proposal. Et quand on a eu un premier draft, je l'ai fait relire à Marine, qui n'est pas chimiste de formation, donc elle ne pouvait pas me dire si ce que je racontais du point de vue chimie, ça faisait du sens. Mais elle a pu me dire si elle comprenait l'histoire ou pas. Et puis, elle a pu me dire s'il y avait à un moment, certaines parties de l'histoire où elle était un peu perdue. Et ça nous a permis d'une certaine manière de faire un petit peu le final fine-tuning du project proposal. Et donc, c'est ça qu'on a soumis là-dedans. Je ne parle pas de l'aspect financier. Les aspects financiers sont relativement bien décrits pour pas trop se perdre. Forcément, j'encourage les profs UAS à aussi faire une demande de financement de leurs heures du travail sur le projet. Moi, je ne vous cache pas que j'ai fait la demande du montant maximum et puis je l'ai eu. Donc, je pense que c'est aussi bénéfique par rapport aux feuilles de charge et par rapport à comment on peut aussi coacher nos projets par la suite. Ensuite, ce qui est important, c'est dès le moment où on a soumis ce project proposal, on ne va pas recevoir une réponse cette année avant octobre, comme ça a été mentionné avant par Thomas, 2 à 3 semaines avant la défense.
Ça va être quasiment impossible en 2 ou 3 semaines, à côté de toutes les activités que vous avez à côté de ce projet-là, de faire une défense qui ait de l'impact. Donc nous, on s'est attelé dès la soumission du projet à travailler sur la défense. Ici, c'est simple, quand vous allez recevoir votre mail de si vous avez été retenu ou pas retenu. Si vous êtes retenu, vous recevez un mail avec un document qui donne des lignes directrices pour la défense. Les lignes directrices, c'est ce que j'ai placé ici en bleu foncé ou en bleu clair. Et donc, sur la base de la présentation qu'on avait faite, on a regardé si on répondait à ces différentes questions, si on passait à travers ces différents critères, à travers la présentation, ce qui nous a quand même amené un peu à optimiser la présentation, enlever certaines choses, à en rajouter ici d'autres. Ici, quand on va à la défense, ce qui peut être déstabilisant, c'est qu'on n'a plus un panel qui est homogène, on a un panel qui est hétérogène. C'est-à-dire que toute la liste des noms que vous avez vus tout à l'heure vont être à la défense. Et à la fin, vous devez aussi être capable de convaincre des gens qui ne sont pas du domaine. Donc ici, à l'opposé, on ne doit plus aller dans le détail scientifique où la personne qui fait partie du panel n'a absolument aucune idée. Il faut convaincre le panel de l'impact de notre projet, que ça soit sur une technologie sociétale ou autre, le convaincre que le projet ici fait du sens. Et donc pour ça, on a 12 minutes et puis on a 10 minutes de questions. La première présentation que j'ai préparée, premier entraînement, j'ai fait 17 minutes. Donc, ça a aussi nécessité un certain nombre d'entraînements pour pouvoir fitter dans ces 12 minutes et s'assurer de conserver un message qui ait une certaine impact, mais qui reste simple de telle manière à ce que tout le panel puisse comprendre. Donc là, ça demande quand même un entraînement qui est un peu différent de ce qu'on fait quand on va présenter pour un funding project ou quand on va dans une conférence où on a des gens qui sont alertes par rapport à ce qu'on fait. Et le dernier point qui était hyper important là-dedans, on a essayé aussi de laisser une liste de questions potentielles que les gens du panel, que ce soit des spécialistes ou pas des spécialistes, puissent poser. Étant donné qu'il y a 10 minutes, il y a de questions, il n'y a qu'une petite fenêtre pour les questions. Et donc là aussi, l'idée, c'est de répondre aux questions de la manière la plus succincte possible, de nouveau de la manière la plus claire et avec l'impact la plus élevé. Si on commence à mettre 8 ou 9 minutes pour répondre à une question d'un côté, ça donne l'impression qu'on n'est pas préparé, puis ils vont nous poser une question et demie, puis ce sera la fin des questions. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir répondre de la manière la plus claire, la plus limpide, avec une certaine impact, de telle manière aussi avoir un certain nombre de questions, le plus élevé d'une certaine manière, le plus élevé possible, j'ai envie de dire, mais en ayant une réponse qui soit vraiment de qualité. Donc, je dirais que de manière générale, on s'est vraiment attelé à suivre les règles, soit de la présentation de Thomas, soit des documents, que ce soit pour la phase A, soit pour la défense. Donc, on a vraiment suivi les règles, ou en tout cas les conseils, et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir, qui est très important, avec ce caractère d'innovation qui change par rapport à l'habitude de ce qu'on doit faire. Et puis, sur la partie défense, raconter encore une plus belle histoire que l'histoire qu'on a racontée dans le proposal. Et quand je parle ici d'une belle histoire, c'est vraiment de prendre tous les gens par la main, y compris les gens qui ne sont pas, ou être capable de prendre tous les gens par la main, y compris ceux qui ne sont pas de votre domaine d'activité. Et à la fin, c'est ce qui va faire la différence. Quelqu'un qui n'est pas du domaine de la chimie pour moi, mais qui finalement soutient le projet parce que comprend high level qu'est-ce qu'on veut faire et pourquoi on veut le faire, quel est l'impact sociétal qu'il y a derrière. Voilà, je crois que j'ai un peu couvert tout ce que je voulais dire. Bien évidemment, je reste à disposition pour des questions aujourd'hui. Et puis, si d'autres ont d'autres questions par la suite, il ne faut pas hésiter à venir me poser ces questions. Merci pour votre attention. Super, c'était vraiment top. Merci beaucoup Ludovic pour ce partage. Je pense que effectivement, oui. Marine, on a une alarme dans notre bâtiment de chimie, donc je dois sortir malheureusement du bâtiment. Donc je reste connecté. Si je reviens, je ne suis pas déconnecté, mais je dois vous quitter malheureusement. Pas de souci, décidément. Incroyable. Il fallait que ça tombe aujourd'hui. Merci Ludovic. Ok. Je propose donc de passer au Q&A. Je vais essayer de regrouper un petit peu les questions qui sont dans le chat par thématique. La plupart sont pour toi, Thomas. Il y a eu plusieurs questions concernant les projets qui sont dans les domaines, par exemple, travail social ou dans le cadre d'innovation sociale et où il n'y a pas de dimension économique, il n'y a pas d'impact économique envisagé.
quel est finalement ton retour sur ce type de projet et l'appétence pour un dépôt Bridge Discovery? Oui. Donc, je pense que j'ai dû le mentionner après la question, mais on a des soumissions de projets et le taux de succès relatif de ces projets d'innovation sociale est justement le plus élevé quand on regarde chacune des disciplines. Donc, il y a une attention particulière du panel d'évaluation qui est donnée à financer des projets d'innovation sociale. Et donc, quand il n'y a pas d'aspect économique avec, par exemple, une commercialisation, création d'une start-up, c'est important de pouvoir donner l'impact potentiel du projet donc sur la société ou sur la durabilité ou sur le social plus tard. Et là, ce qui est important, c'est de ne pas éviter la question financière malgré tout. Donc, c'est-à-dire que même s'il n'y avait pas une commercialisation, il y a un aspect durabilité à considérer. Par exemple, le panel va essayer de savoir si 5 ans après la fin du projet, si le projet est toujours utilisé par les utilisateurs et les utilisatrices finaux. Et dans ce cas-là, ça veut dire par exemple s'il y a un logiciel utilisé, il faut avoir quand même assez de revenus pour pouvoir assurer la maintenance du logiciel. S'il y a une association, une organisation à but non lucratif qui a été créée pour soutenir la mise en œuvre, il y aura certainement des employés. Donc, il faut avoir suffisamment de finances sur le moyen et long terme pour pouvoir financer au moins les salaires. Donc, c'est clair que ce n'est pas à but lucratif, mais il faut quand même avoir cette question financière de savoir comment assurer que les résultats de recherche sont encore utilisés 5 ans après, par exemple, la fin du projet. Très bien, merci. Je pense que c'était clair. Je laisse là où les personnes, si besoin, rebondir. Sinon, j'enchaîne. Il y a plusieurs questions concernant les collaborations, les partenariats possibles. Donc, j'ai une question sur est-ce que les HUG ou les hôpitaux universitaires sont éligibles comme partenaires? Alors, du coup, peut-être juste préciser la différence entre partenaire et requérant ou co-requérant. Parce que du coup, il Oui, y a aussi une question sur les partenariats avec des universités tout étrangères. à fait. Et la Donc, possibilité, pardon. Et aussi une question sur les partenariats avec des associations économiques et ou think tanks. Je vais y arriver. donc quand je parle de consortium, c'est requérant principal et co-requérante. Ici, donc dans le règlement, il y a les mêmes critères d'éligibilité qui concernent ces 3 personnes. Et donc, ces 3 personnes doivent être employées dans une institution de recherche suisse qui est éligible. Donc, les HUG, hôpitaux universitaires, sont éligibles à recevoir du financement du FNS et d'Inno Suisse et donc de Bridge. Donc là, ils peuvent être inclus dans le partenariat. Par contre, il y a aussi la possibilité d'avoir des partenaires de projet dans le cadre de Discovery. Et là, c'est des personnes qui ne sont pas directement responsables du projet, mais qui ont une contribution à apporter, par exemple une expertise manquante. Et là, donc, ces partenaires de projet doivent être des chercheurs ou des chercheuses qui peuvent être basés soit en Suisse, soit à l'international. Et donc là, ils peuvent recevoir jusqu'à 20% du montant global du Discovery. Et c'est pas c'est pas possible de les financer ces personnes-là directement, mais c'est possible leur coût pour leur contribution au projet de les avoir, par exemple avec externalisation, s'il y a euh, une analyse de faisabilité, par exemple, ou une expertise technique qui est réalisée, mais également de payer les heures de leurs salariés qui sont passés sur le projet. Et ensuite, on a une troisième catégorie, donc c'est partenaires de mise en œuvre. Donc là, c'est tout le monde ça inclut toutes les personnes qui ne sont pas des chercheurs ou des chercheuses. Et là, des partenariats sont possibles. En général, c'est très apprécié pour montrer qu'il y a un intérêt du monde extérieur à l'académique. Et là, c'est impossible par le règlement que ces associations ou ces partenaires reçoivent de l'argent. Par contre, leur contribution est très appréciée et
ouais, c'est plus une collaboration qui sera mise en œuvre. Mais ça reste de l'argent public, donc par la loi, l'argent ne peut être versé qu'à des personnes qui sont employées dans des institutions de recherche. Très bien, merci. Euh, il y a une question sur la distinction entre le projet pour un développement d'un produit ou d'un service. Est-ce qu'il y a une différence? Donc là, ouais, je pense que c'est une question, on pourra se contacter plus tard, ça a l'air très précis, mais non, il n'y a pas de différence. Ce qui est important, c'est que bah, la mise en œuvre, ça soit vraiment la plus adaptée au projet. Donc, si la mise en œuvre du projet, c'est de développer un produit, bah, il faudra aller dans cette direction-là. Si c'est développer un service, c'est aller dans cette direction-là. Si c'est les deux à la fois, bah, c'est possible de les mentionner les deux et d'expliquer pourquoi les deux seront suivis. Mais c'est important de montrer comment décider à un moment. C'est important d'avoir des résultats concrets Mhm. rapidement dans un projet Discovery. Donc il faut avoir une voie préférentielle quand même et toujours avoir des voies backup si possible. Très bien. J'espère avoir répondu globalement à la question. Bon, sinon, pas hésiter pour les personnes qui, si vous voulez des compléments, vous pouvez aussi prendre la parole, hein. Je ne veux pas non plus censurer les demandes de compléments potentiels. Euh, il y a une autre question concernant la valorisation par vente de licence, parce que tu l'as mentionné quand Mhm. tu parlais du rapport qui a été fait sur les projets financés terminés, qu'il y avait trois voies de finalement d'implémentation qui avaient été mises en avant, dont une sur la valorisation par vente de licence. Je ne sais pas, Claude, si vous voulez préciser la question, parce que Oui, bonjour, merci pour toutes ces informations. C'est vrai que moi, je suis beaucoup de projets en Suisse et les deux voies, c'est toujours avec un partenaire d'implémentation ou la création d'une start-up. Mhm. J'ai jamais eu de cas de business basé sur la vente ou la valorisation de licences. Par qui? Est-ce que c'est par l'école? Est-ce qu'un start-upper, il peut simplement vendre des licences et rien faire d'autre? Ce genre de questions. Je comprends. Voilà, si vous pouvez être un peu plus précis sur ce que ça veut dire valoriser des licences. Merci. Donc là, il y a beaucoup de cas possibles, mais en gros, si jamais vous avez un brevet, il va falloir négocier avec la HESSO pour savoir qui possède les droits ou s'il y a une répartition. Mais comme cas de figure qu'on a déjà vu, ça peut être du in-licensing. Donc c'est soit les personnes qui créent par exemple la startup qui soit versent des royalties à l'institution hôte pour pouvoir justement utiliser les résultats et il y a eu un brevet sur la solution qui a été développée dans le cadre du projet Discovery. Mais c'est la possibilité, c'est par exemple de permettre à différentes entreprises de pouvoir payer des royalties pour utiliser cette licence, mais ça serait, disons, un cas idéal de plusieurs entités différentes peuvent. J'ai moins d'exemples concrets à donner, c'est moins mon expertise, mais je recommande si possible de parler avec des personnes de tech transfert, de technologie transfert qui en général peuvent vraiment, en fonction du projet, vraiment donner de meilleures indications et également d'essayer de se tourner vers l'IPI à Berne, qui est l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle, qui peut vous aider aussi à développer différentes voies de valorisation. Juste une question, quand vous dites outline licensing à plusieurs entreprises, vous voulez des entreprises suisses pour que la valorisation soit en Suisse, et ça, vous le comptabilisez? Oui, 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 ça peut être le cas, oui, bien sûr. Merci. ok. Le temps file. Il y a une question assez pratico-pratique sur l'oral, sur les interviews. Du coup, est-ce que c'est une seule personne qui est présente et ou qui parle, même si on est dans le cadre d'un consortium?
Donc Je vais non, répondre, là, Thomas. tout le consortium est invité et ouais, je laisse Ludovic Ouais, compléter. donc, les lignes directrices qui vous sont envoyées, c'est marqué normalement que celui qui est le requérant principal est censé être la personne qui défend le projet. Ça allait dans mon message en bas, follow the rules. Moi, je pars du principe que si vous voulez, donc c'est difficile parce que ça veut dire que vous devez aussi présenter le travail que certaines autres personnes du consortium vont faire et sur lequel vous n'êtes pas forcément un spécialiste. Donc c'est pour ça que ça demande de la préparation à l'avance, de la défense et puis de l'entraînement en fait. Euh, Thomas m'avait dit que on pouvait faire que 2 personnes présentaient. Pour moi, c'est donner du pain à manger, quoi. Si vous devez faire un changement de personne, vous allez perdre du temps, vous n'allez pas directement suivre les règles. Et puis, si à la fin, il y a ces petites différences, ces petites choses qui font que ça peut pencher de l'autre côté, hein, l'autre de la balance. Sauf erreur, je crois qu'on était 24 à la défense cette année. Récemment, les chiffres ont été publiés par Bridge. Et je crois qu'on a été 14 à avoir le projet. Donc, C'est ça, ouais. euh, c'est vraiment la défense, c'est hyper méga important. Le projet n'est de loin pas dans la poche. C'est pour ça que je dis suivez les règles. Même si ça vous faciliterait la tâche de faire différemment, faites comme Bridge vous demande de faire et puis prenez du temps de votre côté pour vous entraîner, quoi. Donc nous, ça a été moi qui ai présenté. Par contre, ce qu'on a fait, c'est que pour les questions, on s'est réparti les questions et quand il y avait la question qui venait dans un domaine d'activité de l'un ou l'autre, c'était l'un ou l'autre qui répondait en fonction des questions. Très bien. Du coup, tu as répondu à une question qui avait été posée sur le taux de réussite après les interviews. Donc là, cette année, c'était 108 dépôts, 24 entretiens et 14 retenues, hein. C'est bien ça, Thomas, il me C'est semble, ça, hein. oui. Oui, ok. 24 entretiens, ouais. 24 entretiens et 15 retenues, c'est ça. 24 Et entretiens, 15 retenues. 14 retenus. Ah, 14, pardon. Autant pour moi. Ou 15, non, 15, oui. Oui, oui. 15? Ouais. On va y Oui, arriver. ça amenait un taux de succès global de 14%. Et c'est Oui. 14% de taux de succès. Ouais, c'est Ok. ça. Il est 13h32, je propose de conclure. Je crois qu'il y a peut-être une ou deux questions qui n'ont pas encore été répondues, mais les personnes, on peut les recontacter peut-être en bilat, parce que c'est des questions assez précises sur la prise en charge de certains coûts. Donc ça, on pourra peut-être répondre par écrit. Merci à tous, du coup, et évidemment à nos intervenants pour leur leur présentation, la précision de leurs réponses là durant cette session de Q&A. À nouveau, je me le répète, mais l'équipe CIR est à votre disposition pour vous aider dans vos futurs dépôts. N'hésitez pas à nous mettre dans la boucle le plus tôt possible, que ce soit pour répondre à des questions, brainstormer ou déjà relire des choses. Et puis, sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous une bonne fin d'année, dernière ligne droite avant les congés de Noël, et puis plein de choses pour la suite. Voilà. Merci. Merci Au beaucoup. revoir, bonne fête. Merci.